Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al 24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, le premier de cette année 2026. Très bonne année à vous, mesdames et messieurs. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné tout d'abord de Mehdi Rezar à ma gauche. Bonsoir Mehdi, bonne année 2026. Merci Nouhed, bonsoir, bonne année à toutes et à tous. Faisal Metaoui est également à mes côtés ce soir. Faisal, bonsoir et très bonne année également. Très bonne année à vous, Nouhed, et à tous nos amis téléspectateurs. On souhaite une bonne année également à Badis Khnissa ici présent. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir, meilleurs vœux, santé, prospérité, réussite, Inch'Allah et bonheur pour tous. Meilleurs vœux également à Kamel Mansari pour ce premier numéro. Bonsoir Kamel. Merci, bonne année à l'équipe et à tous les téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité nationale ce soir avec le discours à la nation prononcé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les deux chambres parlementaires réunies. Un discours fort et très attendu. L'année 2025, une année positive pour l'Algérie, marquée par d'importantes réalisations dans plusieurs secteurs stratégiques. Round-up à suivre dans l'œil d'Alger. La situation au Yémen se complique davantage en ce début d'année 2026. La volonté séparatiste soutenue manifestement par les Émirats Arabes Unis a fini par faire réagir le puissant voisin saoudien. Restez avec nous pour l'analyse d'Akram Khoyev, journaliste spécialiste des questions de sécurité et de défense et fondateur du site MENA Défense. 2025, une année d'instabilité politique pour la France. Est-ce le temps de la responsabilité politique pour Paris? Sabrina Sebaï, députée écologiste des Hauts-de-Seine, sera notre invitée pour en parler ce soir. Et en dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra avec un invité spécial, un invité aimé des Algériens. J'ai nommé Monsieur Baziz pour parler de la musique comme vecteur d'unité. Et on commence donc, messieurs, avec l'essentiel de l'actualité nationale comme tous les dimanches. Et tout d'abord, cet hommage que l'on a souhaité rendre ce soir au moudjahed et historien Mohamed Harbi, qui est décédé jeudi dernier à l'âge de 93 ans. Alors Mohamed Harbi, on ne le présente plus, un militant du mouvement national et membre de la fédération du Front de libération nationale de France. Avant de rejoindre le gouvernement provisoire de la République algérienne, le président de la République a également adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt Faisal. Le président Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage à l'historien et au moudjahed Mohamed Harbi pour son combat politique contre le colonialisme et également pour sa grande contribution à l'écriture de l'histoire de la guerre de libération nationale. Mohamed Harbi, qui est lui-même donc militant, notamment d'abord au PPA-MTLD, Parti du peuple algérien, Mouvement de triomphe des libertés démocratiques, puis au FLN, Front de libération nationale. Il s'occupe notamment de certaines questions de relations extérieures. Et il était aussi parmi la délégation qui était donc aux accords d'Évian, aux côtés de Taïb El-Harouf, de Khadr Ben Toubar et Ramalek et d'autres. Et Mohamed Harbi est surtout connu pour son travail d'historien, parce qu'en plus d'être enseignant, il a enseigné dans plusieurs universités en France, dans Paris 8. Il a écrit plusieurs ouvrages de référence en matière d'histoire, notamment il a fait un document histoire avec Gilbert Meunier, l'historien français. Il a écrit aussi la guerre d'Algérie 1954-1962, la fin de l'amnistie avec Benjamin Stora. Et il a laissé un ouvrage de référence. D'ailleurs, tous les historiens qui travaillent sur le mouvement national reviennent à cet ouvrage qui est Archives de la Révolution algérienne, parce que après l'indépendance, le recouvrement de la souveraineté nationale, il fallait faire un grand travail d'historien pour restituer ce mouvement national dans son contexte donc politique, idéologique, etc. Parce que à l'époque, il y avait aussi des historiens révisionnistes français qui écrivaient à leur manière l'histoire de ce mouvement de libération, un mouvement cité, donc une révolution citée dans tous les pays du monde comme un modèle donc d'émancipation des peuples. Et ce travail remarquable de Mohamed Harbi est laissé aussi pour les prochaines générations pour se référer, parce qu'il s'agit aussi de continuer à écrire le combat du peuple algérien contre le colonialisme français. Et avec le décès de Mohamed Harbi, c'est l'Algérie qui perd un homme remarquable, comme l'a écrit le président de la République, un homme qui s'est engagé très tôt dans sa lutte contre le colonialisme, messieurs. Un valeureux moudjahed, Allah yarhamou bi rahmatillah, et surtout une personne qui a su raconter la véritable guerre de colonisation avec des détails, qui a su transmettre à nous plus jeunes tout ce qui s'est passé pendant les affres de la colonisation, et qui a essayé avec sa plume de décrire tous les méandres justement de ce que ça a créé en Algérie. Et un grand homme s'en est allé, et
une partie de l'histoire justement s'en va quand un homme comme ça s'en va, parce qu'il a transmis ce qu'il a vécu, il a transmis son savoir, il a transmis son expérience, et il l'a transmis pour que tout le monde connaisse la véritable vérité de ce qui s'est passé pendant cette guerre de libération. Nous invitons nos amis téléspectateurs à lire ce livre, oui, exactement. David Debout, les mémoires de Mohamed Harbi, publiées de l'intérieur, ses mémoires personnelles. Absolument. En 2001, on voit comment un homme qui participe au mouvement, qui écrit sur ce mouvement plus tard, parce que c'est un modèle en matière d'écriture d'histoire. On ne peut revisiter le mouvement national sans se référer aux travaux monumentaux faits par M. Harbi, qui était d'abord un acteur, du moment qu'il était d'ailleurs membre de la fédération du FLN en France, donc il pouvait connaître les méandres et les rouages du fonctionnement de la Révolution, et en même temps, il avait un regard assez pertinent sur le colonialisme français, sur les massacres et tout ce que le colonialisme français a fait, notamment depuis 1954. Et il a aussi fait un excellent travail sur le 8 mai 45, c'est-à-dire à partir de là, expliquant les motivations du mouvement national, comment est né, quelles sont les origines qui ont conduit dans ses livres, c'est-à-dire que ce soit l'histoire du FLN ou dans d'autres écrits travaux qu'il a élaborés sur la question du colonialisation et sur les motivations qui ont conduit à la révolution du 1er novembre 1954. C'est resté un témoin extraordinaire, et en même temps, ces livres sont disponibles en français, mais on aimerait qu'ils soient traduits vers d'autres langues, notamment l'arabe, pour permettre aux générations futures de voir les travaux, parce qu'il a certes laissé un travail pour les académiciens, mais en même temps, c'est très important pour que le peuple, dans toutes ces générations, et que ces livres soient enseignés dans les écoles. Ce sera très important. Ce qui est exceptionnel dans son livre, et surtout Une vie debout, c'est que quand tu le lis, déjà c'est simple à lire, c'est-à-dire que c'est vraiment disponible pour tout le monde, et surtout tu sens l'expérience, tu sens comme quoi il était à l'intérieur de l'intérieur, que c'était un véritable moujahid, et il ne rajoute pas, il traduit, il écrit ce qu'il a véritablement vécu lui-même, sans en rajouter. Il ne veut pas faire il ne veut pas dramatiser la chose plus qu'elle était déjà dramatique à l'époque. Et c'est ça justement pourquoi ce livre est accrocheur et pourquoi tu le lis rapidement et tu arrives justement à comprendre. C'est quelque chose qu'il a vécu dans le sang, dans sa chair, et qu'il arrive dans ses tripes, et qu'il arrive justement à faire découvrir au maximum de personnes. Et si quelqu'un veut connaître l'histoire justement de la guerre de libération, et même bien plus, il devrait lire ce livre, parce que voilà, c'est un très très beau témoignage qui le 8 mai 45, Mahdi Al-Harrouch, là où il est né, ça a été vraiment un choc pour un adolescent qu'il était. Et c'est là que s'est forgé son militantisme et son accession au mouvement national. Jeune adolescent, très jeune adolescent. Oui, Badis. Juste tout simplement rendre hommage effectivement à une mémoire vivante qui s'éteint aujourd'hui, malheureusement, mais qui reste quand même une lanterne aux générations futures. Il va transmettre son héritage, et ces livres sont là. Son héritage, il l'a laissé derrière lui, et c'est ça qui est beau, c'est que voilà, son histoire est bien écrite et que tout le monde pourra le lire dans plusieurs générations encore. Rabbi Rahman en tout cas, et on présente nos sincères condoléances à sa famille. On enchaîne, messieurs, avec ce retour sur une actualité qui ne vous a certainement pas échappé. C'était mardi 30 décembre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé un discours à la nation devant les deux chambres parlementaires réunies. Un discours fort, très attendu, dans lequel Abdelmadjid Tebboune a abordé les grands dossiers politiques, économiques, sociaux, diplomatiques qui concernent notre pays. C'est un discours annuel devant le Parlement. Ce discours est devenu une tradition. Est-ce qu'on peut dire qu'il est attendu chaque année? Oui, ça on le sait. Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu maintenant une tradition pour le président de la République de parler donc à ce Parlement? C'est une sorte de valorisation du travail effectué par le pouvoir législatif. Alors valorisation, mais surtout aussi de transparence. C'est un exercice, un rituel aujourd'hui, un rituel quasiment institutionnalisé, que le président de la République se veut aussi dans un cadre d'échange direct, puisque je rappelle que les deux chambres attendent, mais que le peuple aussi attend. Les deux chambres représentent effectivement légitimement le peuple, donc c'est un dialogue direct au peuple algérien, mais surtout aussi, c'est pas un bilan, parce que beaucoup disent c'est un discours bilan. Pour moi, c'est un discours boussole. C'est donner le cap, c'est donner la stratégie, c'est d'expliquer, c'est de faire de la pédagogie, mais surtout aussi de rappeler à l'ordre que l'Algérie victorieuse est en route, l'Algérie forte
est forte par son peuple, est forte par ses institutions, vont debout effectivement pour porter cette vision et ce projet. Et bien évidemment, si on va un peu plus dans le détail, c'est aussi un plaidoyer dans lequel le président rappelle d'abord le caractère social, on pourra en parler un peu plus dans le détail, de l'Algérie, un caractère qui ne changera pas d'un iota, je dis bien d'un iota, malgré parfois certains, je dirais, semeurs de troubles ou semeurs de pessimisme. D'ailleurs, son discours est orienté vers l'optimisme pragmatique, puisqu'on parle de financement, on parle de... Tu devrais boire un coup peut-être. C'est fait. Et donc aussi, au-delà du caractère social, c'est aussi rappeler ce que c'est l'Algérie aujourd'hui, ce que c'est le rayonnement diplomatique de l'Algérie, ses institutions, y compris, d'ailleurs il a rendu hommage aux corps de sécurité et militaires pour rappeler aussi que la stabilité de l'Algérie est primordiale et que d'ailleurs sa souveraineté en dépend intimement, que l'Algérie est plutôt producteur de sécurité, non pas consommateur, et que l'Algérie aujourd'hui, face aux défis, aux enjeux, elle a une vision, elle a un projet social, sociétal. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est un renouvellement aussi de ce pacte moral, ce pacte politique, ce pacte diplomatique et ce pacte social envers le peuple, incarné aujourd'hui par ce discours, encore une fois, qui est plus un discours de méthode qu'un discours d'effet d'annonce. Déjà, je pense, on va commencer par le commencement, sans pléonasme. Déjà, ça a fermé beaucoup de mauvaises langues. Le discours du président a duré 2 heures, presque 2 heures, debout, en direct, devant les 2 chambres du Parlement. Et le président a, je ne vais pas dire fait un bilan, mais montré nettement les avancées de l'Algérie depuis son investiture en décembre 2019. Ce qui a changé en Algérie, comment ça a été fait, par quel programme, avec ses promesses tenues, les unes après les autres, où il a fait, comme l'a si bien dit Bédis, de la pédagogie, en expliquant aux 2 chambres, voilà quel est le chemin à suivre pour qu'on continue justement l'avancée de l'Algérie nouvelle. Deuxièmement, ce qui est aussi important, c'est que on avait donc des parlementaires de toutes les régions d'Algérie, qui représentent toutes les régions d'Algérie, et ils étaient unanimes justement à saluer la vision du président de la République pour continuer l'avancée et la croissance de l'Algérie. Il y a des chiffres qui ne sont pas assez donnés et il faut les répéter inlassablement. Plusieurs augmentations du SMIC depuis l'arrivée du président de la République en 2019, la dernière qui a eu lieu il y a un peu moins d'1 mois. Plusieurs augmentations des retraités et la dernière qui a eu lieu aussi il y a à peu près 1 mois. Une allocation chômage, on est le seul pays en Afrique à la faire, des projets en voilà partout à travers le territoire national, des stations de dessalement d'eau de mer pour combattre justement les pénuries hydriques, voilà une croissance qui est quand même assez exceptionnelle et que tous les pays européens actuellement nous languissent parce qu'ils ont des taux de croissance nuls, voire à 0,1 ou 0,2%, alors qu'on est nous proches des 4%. Une autosuffisance une autosuffisance en blé dur et énergétique, une autosuffisance sécuritaire où justement il a bien précisé que l'armée nationale populaire est dans la ligne du gouvernement pour justement continuer à protéger la souveraineté de l'Algérie. Donc il n'a laissé aucun corps constitué, il n'a laissé aucune administration, il a parlé des différents ministères et il a dit on continuera sur cette lancée parce que je dois tenir mes promesses aux Algériens. Il a fait une campagne en 2019, il en a fait une en 2024 où il a donné des promesses aux Algériens, où il a donné sa parole aux Algériens et il est en train de tenir ses promesses les unes après les autres. Voilà. On continue, pardon, Faisal, je vais vous donner la parole juste après avoir écouté le président de la République qui revient justement sur tous ces chiffres que Mahdi vient d'évoquer. سجل الاقتصاد الوطني منذ سنة 2023 معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 4% ويستمر في 2026 في نفس المضمار وهو ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في المحيط في البحر الأبيض المتوسط وحتى في إفريقيا الشمالية بالأخص. أيتها السيدات أيها السادة، إن طموحنا في بناء اقتصاد قوي وسيد يتوجه إلى قطاعات استراتيجية ومنها قطاع الصناعة. ومن نتائج هذا المسعى
أن شعبة الصلب والإسمنت ومواد البناء والصناعات الغذائية لم تعد مصدر إنتاج بل صار تهيكل النمو وتعزز الابتكار وتفتح آفاق اقتصادية إيجابية إن شاء الله. Voilà, donc Faisal, je vous redonne la parole. L'Algérie est entrée dans une phase décisive et le président de la République l'a bien annoncé. Elle est marquée par une dynamique de l'investissement et bien d'autres développements importants pour notre pays. Oui, le président, face au congrès du Parlement, réuni en deux chambres, c'est devenu, vous l'avez dit, un traditionnel discours de fin d'année. Pour faire le bilan et tracer des perspectives, c'est effectivement des chiffres positifs. 82% maintenant de la production, par exemple, pharmaceutique nationale couvre les besoins nationaux, 4% de taux de croissance, 2,8% d'inflation. Il y a des aspects politiques aussi dans le discours du président Tebboune par rapport au dialogue qu'il envisage d'ouvrir et qu'il a déjà ouvert avec les partis politiques parce que 2026, c'est une année électorale, il y aura des élections législatives et des élections locales. Il a salué aussi le dynamisme du Parlement qui a initié deux lois, la loi sur la criminalisation de la colonisation et la loi sur la nationalité, mais il a aussi abordé les dossiers de la diplomatie, des relations extérieures. Et là, il a parlé pendant 15 minutes sur ces dossiers, notamment sur la Palestine, où il rappelle que l'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine. Il a eu une phrase très forte dans le discours du président par rapport aux questions diplomatiques. La diplomatie de notre pays n'a pas changé, ne changera pas, et malgré les menaces directes ou indirectes, ils nous font des signes de loi. Ils perdent leur temps, a dit le président. Il a rappelé que l'Algérie soutient aussi le peuple sahraoui dans son combat pour l'autodétermination. Il a parlé de la Libye, du voisinage libyen et tous les efforts faits par l'Algérie pour trouver une solution. Il a rappelé que déjà, lors du sommet de Berlin en 2020, le président Tebboune a participé à ce sommet. L'idée proposée par l'Algérie, la tenue des élections générales en Libye pour mettre fin à une crise politique et sécuritaire qui dure depuis 2011. Sans ingérence étrangère. Sans ingérence étrangère, refus de toute intervention militaire, défense de la souveraineté du territoire libyen, l'intégrité et l'unité du peuple libyen. Et l'autre dossier, c'est la question du Sahel. Et le président a rappelé, encore une fois, que l'Algérie a été mandatée par l'ONU pour les accords de paix de 2015 pour le Mali, pour la paix et la stabilité au Mali. Les Maliens ont dénoncé cet accord. Il dit que l'Algérie restera toujours aux côtés des voisins du Sahel. Et pour la réponse, parce que là, le président a parlé pendant 7 minutes sur la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news ces dernières informations. De fausses informations parlant d'un accord militaire. Il y a eu un accord militaire qui a été signé par les deux pays voisins qui entretiennent de très bonnes relations. Et le président a été très clair par rapport aux relations avec ce pays. Il dit qu'il y a des tentatives de déstabilisation des relations, de pollution des rapports avec ce pays voisin, mais les réponses du président ont été très claires, d'ailleurs reprises largement par les médias tunisiens et les médias internationaux qui ont mis fin à cette fausse polémique qu'on a voulu inventer pour encore une fois essayer de torpiller les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie. Il ne pouvait y avoir de meilleure réponse finalement que celle d'un président de la République à ce genre de fausses informations. Exactement. Pourquoi? Parce que au-delà du fait qu'il fait de la pédagogie, parce que c'est déjà un exercice qui est important et attendu, non seulement par les Algériens, mais y compris par les chancelleries. Et en même temps, le président démontre qu'il est comptable devant le peuple, qu'il vient, non seulement il lui explique ce qui va, mais il démontre ce qu'il va, il parle des bonnes choses comme il parle de ce qui a été les mauvaises choses, c'est-à-dire là où ça n'a pas marché, là où ça a marché et là où ça n'a pas marché. C'est-à-dire il fait, pour une fois, c'est-à-dire on voit qu'il y a un discours de franchise et de transparence. Quand ça va bien, ça va bien. Et quand ça va pas mal, notamment là où il a évoqué la question de la production locale en matière de viande et de tout. Mais en même temps, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a des choix stratégiques qui sont déjà fixés pour sortir de cette dépendance aux hydrocarbures. Il y a cette pugnacité à aller vers des secteurs qui sont clés, notamment au sein de l'agriculture. Lorsqu'il parle d'agriculture, parce que nous sommes aujourd'hui en train de dépendre énormément des importations, notamment en matière de blé. Pour le président de la République, si on arrive à avoir
une autosuffisance en matière de blé, d'orge et de maïs, tous ces éléments-là font qu'ils vont réduire les dépenses en matière d'importation. Ça, c'est quelque chose de très important. On compte en parallèle sur des secteurs qui ont démontré des résultats, notamment dans le domaine de pharmacie, les produits pharmaceutiques, où aujourd'hui on couvre à peu près 82% du marché local. Et ça, c'est très important parce qu'on avait auparavant des problèmes d'intrants. Aujourd'hui, la matière première existe. Donc ça permet à ce secteur de se développer. Et il compte en même temps sur quelque chose de très important, c'est la jeunesse. Il a dit une phrase qui est importante, qui est laquelle gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire on pense dès maintenant aux prochaines générations. C'est pour cela, lorsqu'il a évoqué les start-up, parce qu'il sait pertinemment, et on le savons tous, que c'est un secteur qui est d'abord créateur d'emplois, créateur de richesses, et qui fait aujourd'hui office de substitut aux industries lourdes qui ont du mal à démarrer. Certes, nous avons atteint à travers l'industrie le niveau de 10% du PIB par rapport à ce qu'elle était, parce que l'industrie en Algérie a toujours été marginalisée et justement combattue par les précédents gouvernements, et on voit aujourd'hui qu'elle progresse. 10% du PIB, c'est quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, la jeunesse est importante. C'est pour ça qu'il a parlé du fait qu'il faut investir dans des secteurs énergétiques hors hydrocarbures comme l'énergie solaire, parce qu'il faut penser aux générations futures à travers une bonne gouvernance d'abord, et surtout la constitution de la consommation de l'énergie, que ce soit dans le domaine interne ou bien externe. Donc il y a une vision, il y a une feuille de route qui est établie, et en même temps, même s'il y a des points négatifs, il n'a pas hésité à le dire, c'est-à-dire voilà, je vous dis tout, et je le dis avec clarté, sincérité, je ne cache rien aux Algériens, ça c'est sur le plan interne. Pour ce qui est du plan externe, nous avons toujours maintenu les mêmes positions, oui, s'agissant de nos voisins libéens ou s'agissant de notre posture avec les questions qui nous importent, c'est-à-dire la question du Sahara occidental et de la Palestine. Donc nous restons, à travers, il démontre que nous restons fidèles en dépit du fait qu'il y a eu énormément de narratifs s'agissant de la position algérienne sur la question palestinienne. Pour en revenir à l'actualité nationale, si vous le voulez bien, messieurs, moi j'ai retenu une phrase du président de la République. Il a dit « L'Algérie ne renoncera pas au caractère social de l'État Badis ». Tout à fait. Et d'ailleurs, il l'a rappelé avec des chiffres, il l'a rappelé aussi avec une volonté politique, avec une vision aussi économique. La diversification économique contribue également en fait à supporter ce coût, qui est un coût finalement de stabilité, un coût aussi qui garantit le pouvoir d'achat à nos concitoyens algériens, qui garantit une vie décente, une dignité, contrairement à d'autres pays, notamment voisins. Et moi, je m'attarde sur aussi un passage où il avait désigné effectivement ce que j'appelle les semeurs de troubles, les semeurs de discorde, les semeurs de désespoir, les semeurs de pessimisme. À cela, je réponds justement, parce que les chiffres sont têtus, et je vais y répondre par les chiffres. Je rappelle juste que l'Algérie, le caractère social n'est pas un slogan, c'est un fait. D'abord, si la régie peut m'afficher un tableau comparatif, où on voit d'une manière très limpide et explicite et très éloquente, la régie s'il vous plaît, on a une comparaison notamment des prix de l'essence à la station, donc le prix du litre, où on voit aisément, c'est des chiffres à l'appui avec des références notamment de plusieurs pays, on voit que l'Algérie reste largement inférieure au prix du litre par rapport à d'autres pays. C'est ça. Et le gap, dois-je le rappeler, parce qu'on parle d'augmentation Nouhed, oui, notamment récente au 1er janvier, je rappelle aussi à nos téléspectateurs, je rappelle aussi aux semeurs de désespoir surtout, que l'État algérien supporte toujours le gap, donc le différentiel, pour pouvoir permettre de maintenir ces prix, donc permettre le pouvoir d'achat des Algériens. Dois-je rappeler aussi, il y a quelques années en arrière, Nouhed, oui, que le raffinage, on l'importait de l'extérieur, de l'étranger. Aujourd'hui, on est prêt à raffiner nos propres hydrocarbures pour en faire effectivement des produits dérivés comme l'essence, comme diesel, comme autres dérivés. Mais, encore une fois, c'est l'État qui couvre ce différentiel. Ensuite, je reviens rapidement sur l'eau. L'eau n'est pas épargnée, puisque l'eau, là j'ai aussi des éléments chiffrés tirés d'un article, un très bel article, très documenté d'ailleurs, du site L'Algérie aujourd'hui, où on voit effectivement que l'eau dessalée, donc tirée du dessalement, du processus de dessalement, là on voit le coût réel de production par exemple,
Vous avez un mètre cube d'eau dessalée. J'aime beaucoup le titre, excuse-moi Badis. Eau, gaz, électricité, c'est subventions qui passent inaperçues. Absolument. Mais qu'on rend aujourd'hui visible, justement, à qui veut l'entendre. Donc on a un mètre cube d'eau dessalée. Son coût de production, c'est 1,5 $. Production nationale quotidienne, s'il vous plaît, c'est 1,5 million de mètres cubes par jour. Maintenant, on va sur le coût quotidien de ce dessalement. Notamment, vous avez 2,25 millions de dollars par jour. On ramène ça à un coût annuel, on est à combien? À 820 millions de dollars par an. Alors, vous allez me poser la question, quel est le prix payé par le consommateur final? Quelques dinars symboliques. Donc le différentiel est massivement supporté par l'État algérien. Je vais vers l'électricité à titre d'exemple également. Vous avez là un prix payé à 25% de sa valeur réelle. Donc vous avez un prix domestique moyen en règle générale qui est de 0,04 centimes de dollars le kilowattheure. La part du coût réel facturé au consommateur, c'est quasiment 25%. Donc on voit qu'il y a une subvention implicite de l'État algérien qui s'élève à combien? À 75% du kilowattheure. Donc arrêtons de dire que l'Algérie, le caractère social de l'Algérie n'est pas soutenu, n'est pas maintenu, n'est pas pérennisé, et arrêtons de dire que le citoyen algérien ne vit pas dignement. C'est bien le contraire aujourd'hui, on le démontre, que le pouvoir d'achat est primordial pour le président de la République. La vision économique du président met justement le citoyen au cœur du réacteur et de la réflexion économique. C'est ce que j'appelle de l'ingénierie économique, dans lequel on introduit le caractère social pour, encore une fois, maintenir cette garantie, cette stabilité, mais surtout cette dignité du citoyen algérien. Il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on voit les prix des carburants des pays pétroliers, quand on voit le graphique qui est derrière, sur les 6 pays qui sont mentionnés, les USA avec 14 millions de barils par jour et nous on finit avec 1,1 million de barils par jour. On est 40% moins cher, au même coût que l'Arabie Saoudite. 40% moins cher qui est le deuxième producteur mondial de pétrole. On est 61% moins cher que les Américains. Donc à un moment, il faut juste savoir se poser les bonnes questions, il faut juste savoir se dire les réalités en face, et il faut savoir aussi d'où vient justement cette pseudo-polémique en disant comme quoi ce n'est pas normal qu'il y ait une augmentation des prix. L'Algérie est toujours, enfin, de tout temps, l'Algérie a toujours été du côté justement du citoyen et du consommateur et a toujours subventionné et aidé massivement les produits de première nécessité, en l'occurrence le carburant. C'est très important à dire. Nous avons une autre énergie. Il y a beaucoup de pays dans le monde, dont des pays producteurs de pétrole qui voudraient avoir les coûts qu'on a en termes de... L'Algérie m'a dit... Une autre énergie. Figure parmi les 10 pays au monde où l'essence est le moins cher. Une autre énergie, nous avons le gaz naturel, forcément, vous allez me dire. Consommation domestique annuelle, 50 milliards de mètres cubes. Vous savez, c'est combien le coût de revient justement de cette extraction et le traitement et la distribution, puisque je rappelle que l'Algérie, pays continent, c'est là où il y a le taux de couverture notamment de gaz naturel le plus élevé. Ce coût, il s'élève à 6 milliards de dollars par an. C'est un prix payé par l'État pour garantir l'accès au gaz naturel pour nos concitoyens algériens. Le dessalement, le mètre cube coûte 220 dinars et l'État le cède à 6 dinars 30. C'est plus que l'on pensait. Donc en fait, on invite finalement nos amis téléspectateurs à se renseigner davantage sur toutes ces pratiques, finalement, tout ce que l'État nous permet d'avoir à moindre coût, finalement. À beaucoup moindre coût. Les subventions concernent aussi le sucre, la farine, l'huile et d'autres produits de première nécessité. Exactement. Merci, messieurs, pour cette première partie. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.